Chers intervenants, chers publics de la Maison Heinrich Heine, de l'ARI et de Boulevard Extérieur, bienvenue à notre table ronde en ligne que nous organisons en collaboration avec l'Association Réalité et Relations Internationales, l'ARI, et le site Boulevard Extérieur. Nous nous réjouissons de cette coopération engagée avec deux partenaires désormais et nous nous efforcerons de vous proposer régulièrement dans ce cadre des débats axés sur la géopolitique et les questions européennes. Pour revenir au débat d'aujourd'hui, le thème de ce soir est intitulé « La nouvelle présidence américaine et l'Union européenne 3 mois après l'entrée en fonction de Joe Biden ». Si l'élection durement acquise de Joe Biden à la présidence a été accueillie avec soulagement dans la plupart des capitales, il serait sans doute illusoire de penser que la timide lune de miel entre les États-Unis et l'Europe, évoquée par Sylvie Kaufmann dans l'une de ses récentes chroniques, dépassera le cap des 100 jours. Certes, le retour des États-Unis dans les instances multilatérales, les engagements en matière climatique, les projets de taxation des GAFAM, l'idée d'une taxation minimale sur des bénéfices des entreprises et l'accent mis sur les droits humains vont dans le sens souhaité par l'Union européenne. Toutefois, certaines initiatives récentes, comme l'interdiction d'exporter les vaccins produits aux USA et la décision prise sans concertation préalable avec les alliés européens de retirer les troupes américaines stationnées en Afghanistan pour le 11 septembre de cette année, donnent à penser que le slogan de Joe Biden, « America is back », n'est pas très éloigné du « America first », cher à Donald Trump. Dans les mois qui viennent, le degré d'autonomie concédé à l'Union européenne par les États-Unis en matière de défense et de positionnement par rapport à la Chine et à la Russie sera un puissant révélateur de l'état des relations entre l'Europe et les États-Unis. À ce stade, 3 mois après la prise de fonction de Joe Biden, quelles sont les perspectives sur l'évolution de ces relations? Pour évoquer cette vaste problématique, nous avons la chance d'accueillir ce soir plusieurs spécialistes des questions géopolitiques et des États-Unis. Je suis ravie de saluer tout d'abord Madame Ines Paul, en direct avec nous depuis Washington. Madame Paul est directrice du bureau américain de la radio allemande Deutsche Welle. Elle est ancienne rédactrice en chef de la Taz, la Tageszeitung. Ensuite, j'ai le grand plaisir de retrouver Madame Sylvie Kaufmann, directrice éditoriale au quotidien Le Monde. Enfin, je suis heureuse de retrouver Nicolas Tenzer, spécialiste des questions géostratégiques et de politique de sécurité et président du CIRAP, le Centre d'études et de réflexion pour l'action politique. Le débat sera animé par David Capitan, professeur de droit public à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, président de l'ARI et l'ancien président de l'Université franco-allemande de Savoie. Je remercie David et nos intervenants d'avoir accepté notre invitation. Un grand merci également à notre nombreux public pour sa fidélité et également un grand merci à nos interprètes, Gabriele Venema et Carmen Lemoigne, qui rendent ce débat transatlantique possible. Je passe maintenant la parole à notre modérateur. Merci beaucoup, chère Christiane, Madame la directrice. Merci d'avoir trouvé un moment dans votre emploi du temps toujours si riche de la Maison de l'Allemagne pour mettre en place cette collaboration que vous rappeliez effectivement avec l'association Réalité et Relations Internationales et avec le Boulevard Extérieur qui continue cette étude qu'avait lancée déjà Daniel Vernet de manière générale sur la vie internationale. La nouvelle présidence américaine et l'Union européenne 3 mois après. C'est peu dire que l'élection de Joe Biden était souhaitée en Europe de manière générale, sinon de manière unanime, de sorte que la question se pose légitimement après que sont écoulés les 100 fameux jours qui sont toujours le moment du premier bilan. Alors les 100 jours d'ailleurs ne sont pas encore complètement écoulés puisque Joe Biden a pris ses fonctions le 20 janvier 2020.
mais c'est le moment peut-être de faire un premier point pour savoir si cette espérance européenne sera satisfaite ou déçue en examinant donc 3 mois de présidence Biden, qui est aussi une vice-présidence de Madame Harris, Kamala Harris, qui a été aussi très présente dans la campagne électorale. Sylvie Kaufmann écrivait récemment « Joe Biden rebat les cartes, détrumpise, vaccine à tout va et multiplie les plans de relance. Le retour de l'Amérique est un défi pour l'Europe qui risque le décrochage. » Et voilà pour les espérances et puis parfois la confrontation avec la réalité. Comme toujours à la Maison de l'Allemagne, c'est un regard multiple que nous allons jeter sur ces questions et la table ronde que Mme Deussen a réunie eh bien, nous permettra d'avoir aussi un regard varié, un regard français, un regard allemand, sur ces questions, car en effet, l'Europe est multiple et les relations entre l'Europe et les États-Unis, eh bien, c'est un peu des relations de la France, des relations de l'Allemagne et des 25 autres États membres de l'Union européenne. Nous avons énormément de sujets à traiter, des questions de défense, des questions qui tiennent aux équilibres économiques dans le monde. Ce sont la Russie, ce sont la Chine, l'Iran et d'autres géographies encore qui seront qui apparaîtront dans notre discours très probablement. Les questions de climat, les questions de taxation ont été évoquées aussi. Peut-être pourrions-nous d'abord nous tourner vers Sylvie Kaufmann de manière très large pour lui demander justement dans ces 3 mois de présidence et parmi tous ces thèmes, ceux qui lui paraissent les plus frappants. Bonsoir à tous. Merci, professeur Capitan, et merci à Christiane et à Marie-Thérèse Vernet et Boulevard Extérieur d'avoir organisé cette réunion. Écoutez, moi, je pense que ce qui est très frappant déjà, c'est l'instabilité de l'environnement international qui fait que tous nos pronostics sur cette présidence américaine, finalement, sont un petit peu chamboulés, y compris les miens d'ailleurs. Ça rend assez modeste cette instabilité internationale. Je vois rien que dans la journée d'aujourd'hui, on a une espèce de balai entre la Chine, l'Europe et les États-Unis sur le climat. Je vous donne un exemple. On a John Kerry, donc l'envoyé spécial du président Biden, qui est à Shanghai pour essayer d'entraîner la Chine dans cette journée Earth Day, cette journée pour le climat qu'organisent les États-Unis la semaine prochaine. Donc déjà, alors qu'on est en pleine confrontation entre la Chine et les États-Unis, d'avoir John Kerry qui va à Shanghai et qui rencontre son homologue chinois, c'est très intéressant, c'est un peu contre-intuitif. Ça veut dire qu'on peut coopérer peut-être sur le climat, mais alors qu'on est en pleine confrontation sur Taïwan, en plein affrontement diplomatique sur Taïwan. Bon, vous voyez, déjà là, c'est un peu, ça sème un peu la confusion. Parallèlement, on apprend par Pékin ce matin qu'il y aura demain alors d'après Pékin, ça s'appelle un sommet entre le président Xi Jinping, le président Macron et la chancelière Merkel, un sommet virtuel sur le climat. Voilà, alors, donc nous tournons vers, nous journalistes aujourd'hui, nous nous tournons vers l'Élysée en disant mais alors comment ça se fait? Pékin a annoncé ça, est-ce que c'est vrai? Parce que personne n'était au courant de ce projet de sommet trilatéral sino-germano-français demain. Et puis, en fin d'après-midi, on nous dit, bah oui, effectivement, mais ce n'est pas du tout un sommet, c'est juste une visioconférence. Alors bon, moi, je ne sais pas comment on appelle une visioconférence entre 3 chefs d'État et de gouvernement. Enfin, je pense que ça ressemble beaucoup à un sommet. Mais bon, ah non, c'est les Chinois qui disent que c'est un sommet. Voilà, et en réalité, il semble bien, alors je vous raconte ça parce que c'est en train de se passer, donc on n'a pas encore tout analysé, mais il semble bien que finalement, ce sont les Chinois qui ont fait une mauvaise manière à Berlin et à Paris en annonçant cette réunion au nez à la barbe de John Kerry qui est à Shanghai. Vous voyez, donc c'est juste pour vous, c'est un exemple pour vous donner une idée de la complexité
de cet environnement international dans le début de cette présidence américaine qui effectivement était très souhaitée par la France et l'Allemagne, je peux dire par la majorité des membres des États membres de l'Union européenne, parce que c'est vrai que la présidence Trump avait été un tel désastre pour les relations transatlantiques que évidemment, tout le monde est très heureux de voir arriver Biden, avec une petite méfiance, bien sûr, parce que du côté européen, en particulier français, mais je pense que Inès nous dira la vision du côté allemand, mais du côté français, c'est vrai qu'on se disait, bon, on est très content de renouer avec une administration américaine civilisée, si je peux dire, avec qui on peut avoir un dialogue. Mais en même temps, ce qui s'est passé pendant 4 ans est un avertissement. Ça peut se reproduire dans 4 ans et donc il faut que l'Europe soit capable de se prémunir contre de nouveaux retournements de situation aux États-Unis. Donc il faut en gros que l'Europe assume mieux son autonomie, soit plus autonome. Voilà. Donc là, on est aussi dans une grande complexité parce que finalement, cette administration Biden a fait beaucoup de pas vers les Européens dans les premières semaines et les premiers mois. Tony Blinken, le secrétaire d'État, le chef de la diplomatie américaine, on est déjà à son 2e voyage à Bruxelles. Ils ont participé à différents niveaux à des réunions de l'OTAN, à des réunions de l'Union européenne. Joe Biden a participé en visioconférence à un sommet européen à Bruxelles avec les 27 États membres. Donc, il y a beaucoup de passerelles qui sont lancées par une administration américaine qui avait promis de reconstruire ses alliances. Et par ailleurs, on voit quand même qu'il y a une certaine méfiance encore de la part de ces Européens qui sont très heureux de retrouver des partenaires américains plus sympathiques, mais qui restent quand même un petit peu sur leur garde, je dirais. Voilà, on pourra en parler plus en détail. Je pose juste ce cadre pour commencer. Voilà. Je disais que je me tourne vers Madame Paul, qui est à Washington et qui y représente la Deutsche Welle, qui nous donne donc d'abord une observation de proximité sur ce qui se produit aux États-Unis en étant sur le territoire américain, et puis en même temps qui, dans notre assemblée un peu dématérialisée de ce soir, eh bien, peut aussi nous indiquer un peu quels sont les points de vue allemands sur cette présidence Biden. Alors, on l'a dit, évidemment, le retour d'un certain multilatéralisme qui est heureux. En même temps, on avait vu que les Européens s'étaient un petit peu finalement accordés sur le développement d'une défense européenne commune parce que la collaboration avec les États-Unis de Trump était compliquée. Et puis, dès que Biden a été élu, on se souvient que Mme Kramp-Karrenbauer avait fait une déclaration en expliquant que désormais l'atlantisme était de nouveau la première priorité de l'Allemagne et que la défense européenne passait peut-être au second plan. De quelle manière est-ce qu'on voit cela de l'autre côté de l'Atlantique ? Est-ce que l'on joue des différences entre les Européens ou au contraire, est-ce que l'Europe en tant que telle est un partenaire fiable pour Joe Biden ? Zunächst herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich mich hier heute einbringen darf. Ich möchte die Möglichkeit nutzen, erstmal ein bisschen über die Situation in den Vereinigten Staaten zu sprechen. Ich bin jetzt hier seit einem Jahr wieder hier. Ich glaube, das ist wichtig, um zu verstehen, was wir überhaupt erwarten können von der Präsidentschaft von Joe Biden. Und eine kleine Anmerkung, die Deutsche Welle war lange nur ein Radiosender. Wir sind jetzt aber TV-Sender und Social Media unterwegs, also mehr als nur Radio, nur so zum Hintergrund. Ich glaube, immer wenn wir über die Vereinigten Staaten sprechen, müssen wir uns vergegenwärtigen, wie groß dieses Land ist, wie unterschiedlich dieses Land ist, wie unterschiedlich die Situation ist von den Menschen, die in Kalifornien leben, gegenüber den Menschen, die in New York leben, die im Süden des Landes leben oder im Norden. Es sind ganz unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Musik, unterschiedliches Essen, unterschiedliche Religionszugehörigkeiten. Ich sage das, weil jeder Präsident damit umgehen muss,
Es ist ein unglaublich diverses Land. Wir wissen alle, es ist ein Einwanderungsland mit diversen, mit großen, mit verschiedenen Herausforderungen. Und es ist wichtig, um die Möglichkeiten zu verstehen, die ein Präsident überhaupt hat. Wir alle haben, glaube ich, intensiv miterlebt und nachvollzogen, wie sehr Donald Trump dieses Land gespalten hat. Die Vereinigten Staaten waren schon immer ein Land der Gegensätze. Das liegt auch daran, dass es nur 2 Parteien gibt, anders als in vielen europäischen Ländern, anders als zum Beispiel in meinem Heimatland Deutschland, sind die Parteien nicht gezwungen, Kompromisse zu finden, weil sie in Regierungskoalitionen gehen müssen, sondern können wirklich polarisiert aufeinander knallen in ihren Argumenten. Und das spiegelt natürlich sich auch wieder in der politischen Debatte der Amerikanerinnen und Amerikaner. All das hat sich massiv verstärkt unter Donald Trump. Dem zugute kam, dieser zunehmenden Polarisierung, kamen natürlich die Social Media. Das erleben wir auch in all unseren Ländern, dass Menschen überhaupt nicht mehr sich auseinandersetzen mit politischen Argumenten, die nicht die eigenen sind, sondern sich nur noch in ihren eigenen politischen Welten bewegen. Was natürlich für eine Demokratie unglaublich gefährlich ist. Wenn Menschen nicht mehr in der Auseinandersetzung um das bessere Argument streiten, sind natürlich demokratische Prozesse eigentlich kaum mehr möglich. Sind zivilgesellschaftliche Auseinandersetzungen unglaublich schwer. Das ist die Situation, die Joe Biden vorgefunden hat, als er gewählt wurde und als er dann seinen Amtseid niederlegte am 20. Januar. Er selbst präsentiert sich als Versöhner. Er will ganz explizit mit den Republikanern zusammenarbeiten, muss es auch, weil er nur hauchdünne Mehrheiten hat in den beiden Regierungskammern. Er hat gar nicht die Möglichkeit, einfach durchzuregieren. Er muss für die großen Vorhaben, zum Beispiel sein Investitionsprogramm, aber auch für andere innenpolitisch relevante Vorhaben, braucht er die Unterstützung der Republikaner. Und das weiß er. Also er muss wirklich in den Kompromiss auch da gehen, was es nicht einfacher macht für seine eigene Partei. Auch das ist, glaube ich, was viele Menschen, die nicht so vertraut sind mit den Vereinigten Staaten, gar nicht so präsent haben. Die Demokratische Partei ist ein unglaubliches Sammelbecken. Da gibt es sehr moderate Demokraten, es gibt aber auch sehr konservative Demokraten. Es sind zum Beispiel überhaupt nicht alle Demokraten dafür, dass Joe Biden die Steuern der Reichen massiv erhöht, um seine Investitionsprogramme umzusetzen. Auch das muss man sich immer wieder vergegenwärtigen, wenn man die Politik von Joe Biden beurteilen will. Donald Trumps Slogan war "Let's make America great again". Joe Bidens Slogan ist "Let's bring America back". Und es ist interessant, was heißt es eigentlich? Was will er eigentlich zurückbringen? Will er das Amerika zurückbringen der Obama-Jahre? Dafür spricht ein bisschen, dass sein Personal, seine wichtigen Leute alle schon für Präsident Obama gearbeitet haben. Will er Amerika zurückbringen in die Weltpolizistenrolle, die wir kennen, noch aus den Bush-Jahren? Das sind, glaube ich, Fragen, die wir heute Abend hier sicher diskutieren werden. Und ich glaube, ganz aktuell, was uns darauf eine kleine Antwort geben kann, sozusagen einen Ausblick auf seine außenpolitischen Vorhaben und Priorisierungen, sind die aktuellen Entscheidungen in Afghanistan und die Begründung, die er uns gestern gegeben hat. Joe Biden und seine Administration hatten ein gänzlich anderes Verständnis von nationaler Sicherheit oder Sicherheitspolitik als all seine Vorgängerregierungen. Er hat ganz klar im Blickpunkt China und die Bedrohung, das macht er immer wieder deutlich. Er hat ganz klar die Klimakatastrophe, den Klimawandel ausgemacht als ein massives Thema. Aber, und es ist, glaube ich, wirklich neu, ihm ist ganz klar, dass es nur mit einem geeinten Amerika überhaupt möglich ist, wieder zu einer wichtigen Rolle in der Welt zurückzufinden. Und deswegen müssen wir alle seine auch außenpolitischen Vorhaben immer genau damit spiegeln. Biden selbst und sein nationaler Sicherheitsberater Jake Sullivan, die sprechen von, das ist mein letzter Punkt, von einer Außenpolitik
für die Mittelklasse. Was bedeutet das im Kern? Das bedeutet, dass seine Außenpolitik erstmal nach innen gerichtet ist. Er muss erstmal sein Land zusammenführen. Er muss die wirtschaftliche Lage in den Griff kriegen. Er muss der Mittelklasse wieder ein Gefühl von Hoffnung und Optimismus geben. Und das wird seine Außenpolitik massiv beeinflussen. Und das heißt für alle Partner, das heißt für Deutschland, das heißt für Frankreich, für alle anderen NATO-Partner, dass die viel mehr in die Pflicht genommen werden, weil Amerika erstmal nach innen gucken wird in den kommenden Monaten und Jahren. Merci beaucoup. Vous nous avez rappelé que la diversité de l'Europe correspond à la diversité aussi des États-Unis. Nous nous concevons comme divers au sein de l'Union européenne et nous oublions peut-être parfois que les États-Unis aussi sont très divers et que le président doit faire face à cette réalité. Nicolas Tenzer, quels sont pour vous, parmi ces 3 premiers mois d'activité Biden, les thèmes qu'il faut retenir et de quelle manière doit-on se projeter sur les 3 années et 3 quarts qui se profilent encore? D'abord, je voudrais quand même souligner combien le retour des démocrates est une bonne chose, mais peut-être encore plus que cela, de dire que nous avons avec Joe Biden et son équipe un président et une équipe qui sont probablement parmi les plus européens de toutes les administrations américaines depuis facilement 30 ans. Je crois que nous avons une équipe qui a aussi appris beaucoup, non seulement évidemment des fautes gravissimes de Trump, mais également des échecs d'Obama. Nous avons une administration d'une qualité, je crois, tout à fait exceptionnelle. Et je crois que pour les Européens, c'est d'abord une bonne nouvelle. Moi, j'ai trouvé, je veux dire à titre personnel, qu'au-delà évidemment du soulagement normal et naturel devant l'échec de Trump, l'accueil en Europe et en particulier d'ailleurs en France n'a probablement pas été d'une chaleur, ou en tout cas de la chaleur que j'attendais. Je pense que vraiment, c'est une très bonne nouvelle pour l'Europe que d'avoir cette administration. Si nous regardons les valeurs fondamentales de l'Europe, que ce soit la question des droits des êtres humains, que ce soit la nécessité d'avoir une attitude dure, ferme, vis-à-vis de la Russie, qui est un régime qui a commis des crimes de guerre, il ne faut quand même jamais l'oublier, vis-à-vis de la Chine, coupable de crimes de génocide, comme l'a dit d'ailleurs Anthony Blinken après Mike Pompeo, de voir une administration qui revient dans l'accord climatique, l'accord de Paris. Tout ceci quand même est assez, je trouve, unique et extraordinaire. On a un moment qui doit certes ne doit pas nous faire oublier qu'un retour de Trump en 2024 ou d'un équivalent de Trump est malheureusement toujours possible. Donc, nous devons être sur nos gardes. Mais je crois que nous avons une conjonction de planètes absolument exceptionnelle. Et qu'en particulier, quand on voit les menaces devant lesquelles l'Europe et le monde je dirais, est en train de s'affronter, que ce soit la menace chinoise, que ce soit la menace russe, peut-être encore plus forte pour l'Europe de manière immédiate. Je crois que nous devons absolument considérer que nous avons une opportunité exceptionnelle de travailler avec les Américains. Je crois que toutes les thématiques que Joe Biden, Anthony Blinken, Jake Sullivan, le conseiller national de la sécurité, ont pu développer avant de revenir ou de venir aux affaires, ce sont des thématiques sur lesquelles nous devons travailler. Et je pense que l'Europe, vis-à-vis des États-Unis, nous pourrons y revenir un peu plus dans le détail par la suite, doit non seulement, je dirais, essayer d'appuyer un certain nombre d'initiatives américaines, quitte à d'ailleurs montrer aussi le fait que sur certaines choses, nous ne sommes pas contents. Je pense notamment au retrait des troupes d'Afghanistan, effectivement, qui probablement passe mal à raison, mais que nous devons également, et je trouve que là-dessus, l'Europe manque peut-être de force, proposer beaucoup plus de choses, être beaucoup plus proactif, être dans la proposition. Je crois que nous avons vraiment cette opportunité unique. Et de ce point de vue-là, je m'alarme quand j'entends certains qui semblent chercher par rapport aux États-Unis la différence pour la différence, comme si l'autonomie stratégique de l'Europe
devait nécessairement passer par une sorte de différenciation sur la plupart des sujets chauds par rapport aux États-Unis. Non, nous pouvons avoir des désaccords, nous aurons des désaccords, nous avons déjà un certain nombre de désaccords, mais je crois que nous devons plutôt essayer, notamment devant les menaces essentielles que sont la Russie et la Chine, nous devons absolument avoir un agenda commun. Qu'il s'agisse évidemment, je dirais, de la lutte contre les menées chinoises à Taïwan, que ce soit contre les crimes de guerre, les violations des droits, les menaces sur l'Ukraine. Évidemment, aujourd'hui, on en reparlera plus dans le détail sans doute, je crois que nous devons être vraiment convergents. Nous pouvons parfois faire entendre sur un certain nombre de points notre voix, mais si nous sommes uniquement dans une attitude soit d'un côté l'alignement, qui n'est jamais acceptable, soit de l'autre côté la différence pour la différence, je crois que ça ne passera pas. Je crois qu'il faut vraiment insister là-dessus. Deuxième remarque, peut-être introductive, là aussi nous pourrons développer, nous devons essayer de considérer les faits tels qu'ils sont aujourd'hui. Je ne dis pas que ça durera toujours si on a un retour d'un Trump ou d'un autre, ou d'un président ultra-isolationniste par la suite. Nous devons essayer de considérer que si l'on regarde les réalités de la défense européenne, de la protection de l'Europe, aujourd'hui, de fait, les garanties de sécurité, elles sont assurées grâce aux forces américaines. Nous ne sommes pas avec une administration, comme le faisait Trump, qui va dire que l'OTAN est obsolète. Je pense que nous ne devons pas, je dirais, jeter l'OTAN. Nous devons certainement la réformer, adapter son contexte, travailler sur le document OTAN 2030 qui a été produit par un groupe d'experts. Nous pouvons aussi montrer des nuances par rapport à un certain nombre de positions américaines. Mais si nous n'avons pas la capacité aussi d'imposer, de dire, d'exprimer clairement notre vision pour le futur de l'OTAN, que nous en sommes contraints à nous gargariser de mots sur la possibilité d'une défense européenne dont on ne voit pas comment, en dehors de l'OTAN, elle pourra voir le jour avant 20 ans ou 30 ans. Enfin, on n'a pas l'équivalent, on n'aura pas, probablement jamais d'ailleurs, de garantie équivalente à l'article 5 du traité de Washington. Je pense qu'on se trompe complètement. Donc, je crois que nous devons avoir cette cohérence, et je pense qu'elle est encore une fois encore plus vitale quand il s'agit de la confrontation que nous devons avoir. Nous ne l'avons pas eue, nous avons manqué de courage, et la précédente administration, notamment Obama, a manqué de courage par rapport certainement aux menées de la Russie. Je pense qu'il y a des dossiers aussi où nous devons encore une fois faire des propositions. Nous avons beaucoup d'incertitudes sur l'administration américaine. Qu'est-ce que l'administration américaine, par exemple, entend faire, je dirais, pour mettre un terme au régime Assad et à ses crimes contre l'humanité? Qu'est-ce que Anthony Blinken récemment a dit des choses de manière extrêmement émotive, profonde, personnelle, faisant allusion, je dirais, à ce qui se passait en Syrie, mais je trouve qu'on n'entend pas beaucoup la France, on n'entend pas l'Allemagne, on n'entend pas la plupart des pays européens sur ce dossier aujourd'hui, et je pense que nous avons vraiment aussi besoin vraiment de travailler, de pousser des idées. Si nous restons silencieux, si nous ne sommes pas, nous Européens, une force de proposition par rapport aux États-Unis, si ce sont eux qui finalement imposent leur agenda parce qu'il y a un vide du côté européen, je pense que nous n'aurons certainement, finalement, nous n'aurons pas saisi cette opportunité historique. Donc la possibilité, mais peut-être surtout la nécessité d'une convergence avec des défis qui sont très présents. Sylvie Kaufmann, vous évoquiez tout à l'heure les défis militaires qui se multiplient. L'un qui est d'une grande actualité, c'est évidemment la question qui n'est jamais terminée de l'Ukraine. Alors les Allemands et les Français ont beaucoup essayé de jouer les go-between et d'apaiser un peu les choses. Évidemment, les États-Unis ont une vision un peu différente de ces questions. L'OTAN, et comme le rappelait Christophe Tenzer, assure notre défense avec une place très importante aux États-Unis. Est-ce que, à partir de cette crise actuelle, eh bien, on peut réfléchir un peu sur la relation transatlantique et voir de quelle manière il faut l'envisager? Alors oui, là on est en plein dedans, puisque on a en effet depuis plusieurs jours et même quelques semaines
une concentration de troupes russes près de la frontière ukrainienne et une concentration à un niveau qu'on n'avait pas vu depuis 2014, depuis cette année qui a tout changé, puisque c'est l'année de l'annexion de la Crimée et de l'intervention russe dans le Donbass, et qui a figé les relations entre l'Europe et la Russie, entre les États-Unis et la Russie. Donc là, on est dans un moment visiblement de grande tension dont on ne sait pas, personne ne sait vraiment à quoi se prépare Poutine avec cette concentration de troupes. Est-ce que c'est une manœuvre d'intimidation de grande envergure? Est-ce que c'est une façon de tester la nouvelle administration américaine, ou est-ce que c'est la préparation d'une invasion dans l'est de l'Ukraine? On ne sait pas encore. Mais en tout cas, là, en effet, les relations transatlantiques sont aussi mises à l'épreuve, puisque comment est-ce qu'on va réagir? Alors aujourd'hui, on a les États-Unis qui ont pris une nouvelle série de sanctions, non pas à cause de l'Ukraine, mais sur l'affaire de cyberespionnage de l'année dernière, et des sanctions assez dures, assez importantes. L'Europe, pour l'instant, ne suit pas, enfin ne s'est pas exprimée, mais parallèlement, donc sur un dossier séparé, celui de l'Ukraine, demain à Paris, on a le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, qui vient à Paris, qui va déjeuner avec Emmanuel Macron. Et ce déjeuner sera suivi d'une visioconférence à nouveau. Donc, demain, il y aura 2 visioconférences de l'Élysée avec la chancelière Merkel. Donc, après le déjeuner, il y aura une visioconférence à 3, le président ukrainien, la chancelière Merkel et le président français. Donc, pour essayer de voir comment évoluer sur cette menace russe actuelle, cette nouvelle menace russe sur l'Ukraine. Voilà, je ne peux pas vous voyez, on est encore en plein dans l'actualité. Comment va s'articuler cette relation transatlantique autour de tout ça? C'est en train de se jouer, puisque Tony Blinken était donc à Bruxelles ces jours-ci. Le secrétaire à la Défense, Lloyd Austin, le chef du Pentagone, était là aussi. Il y a eu une réunion de l'OTAN, le ministre des Affaires étrangères ukrainien était là aussi. Donc voilà, tout ça est en train de se discuter, et je ne peux pas vous dire ce qui va se passer. Est-ce qu'on va aboutir à une vraie réaction, position commune? C'est possible, mais il y a aussi d'autres choses, d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte, comme le différend germano-américain sur Nord Stream 2, sur le gazoduc Nord Stream 2. Je crois que c'est un vrai problème là. J'aimerais beaucoup entendre Inès Paul, puisqu'elle est en plein milieu, en première ligne, mais c'est un vrai différend, un vrai contentieux dans la relation entre l'Allemagne et les États-Unis. Et donc, ça joue aussi sur la relation entre l'Europe et les États-Unis, parce que les partenaires de l'Allemagne sont européens, les partenaires européens de l'Allemagne au sein de l'Union européenne sont un peu en position assez délicate aussi, puisque, par exemple, la France n'aime pas ce projet de Nord Stream 2, mais en même temps, elle veut, c'est vrai qu'il y a une entreprise française qui est engagée dedans, mais ce n'est pas la raison principale. Je crois que la raison principale de la gêne française, c'est qu'on ne veut pas être face aux Américains avoir une position défavorable à l'Allemagne face aux Américains. Donc voilà, je suis désolée, je n'expose que des problèmes et je n'ai aucune solution à proposer, mais c'est un peu voilà, le panorama dans lequel on se trouve actuellement. Je me tourne alors tout de suite vers Madame Paul, parce que je crois c'est évidemment un thème extrêmement riche. Il y a la question de la place de l'Allemagne par rapport à ses partenaires vis-à-vis des États-Unis, des questions d'énergie. Il y a évidemment le charbon, ou plus exactement le pétrole américain qui cherche aussi un marché et qui a intérêt à ce que les autres sources
de pétrole sur le marché international soit aussi limitée que possible. Et puis, pour en revenir précisément à l'Ukraine, puisque vous avez beaucoup insisté sur la nécessité de mener une politique pour la classe moyenne, est-ce que la classe moyenne américaine est prête à une intervention américaine pour protéger l'Ukraine contre une éventuelle seconde intervention russe? Voilà beaucoup de questions, mais nous sommes là sur le cœur de ce qui intéresse les Européens, évidemment. Lassen Sie mich kurz zu Russland und der Ukraine was sagen. Sie haben das vielleicht alle mitbekommen, dass Joe Biden von einem Reporter gefragt wurde vor 2 Wochen oder so, ob er einverstanden sei damit, Präsident Putin als Killer zu bezeichnen. Und diese Frage hat Joe Biden mit Ja beantwortet. Das hat natürlich sofort zu riesigen diplomatischen Verwerfungen geführt. Und es wird durchaus hier zumindest in den Vereinigten Staaten diskutiert, ob der militärische Druck jetzt in der Ukraine nicht eine Reaktion seitens Russland genau auch auf diese Sache ist. Und natürlich, Sylvie hat es angesprochen, sicher auch ein Test ist, wie sehr Biden wirklich seine harsche Kritik an Russland und auch die Abkehr von dem ja relativ freundlichen Russlandpolitik von Präsident Trump, inwieweit er sich da wirklich von abwendet und auch wirklich eine klare Position dann zeigt, wenn er provoziert wird. Joe Biden hat mit Putin telefoniert und hat ihm sehr deutlich gemacht, dass er es nicht zulässt, dass er da wirklich militärisch noch stärker auftritt, Putin in der Ukraine. Wir werden das sehen. Was Deutschland und Nord Stream 2 anbelangt, das ist tatsächlich ein unglaublich großes Thema geworden hier in den Vereinigten Staaten. Und es ist interessant, weil normalerweise würde, ich sage jetzt mal, der normale Amerikaner sich um solche Themen überhaupt nicht kümmern. Aber durch Donald Trump, der ja massiv Deutschland, Angela Merkel immer wieder kritisiert hat, auch genau deswegen ist es jetzt wirklich ein Thema, was man mit Menschen auf der Straße diskutieren kann. Das ist wirklich ganz neu, ne? Also das war früher überhaupt nicht der Fall. Das Einzige, was die Amerikaner wussten, war, dass Deutschland zu wenig für die NATO bezahlt. Aber dass man jetzt sogar über eine Pipeline diskutieren kann mit einer breiten Öffentlichkeit, zeigt, wie groß dieses Thema ist. Wir hatten die Möglichkeit, mit Ned Price ein Interview zu führen. Es ist der Sprecher des Außenministeriums genau dazu. Und da hat er auch nochmal ganz deutlich gemacht, bei aller Freundschaft zu Deutschland, die Sanktionen, die angekündigt sind oder zum Teil ja auch schon in Kraft sind, was Nord Stream 2 anbelangt, sind unverrückbar. Die US-amerikanische Biden-Regierung will den Bau, die Finalisierung auf jeden Fall verhindern und hofft natürlich auf die Bundestagswahlen. Und die hoffen natürlich, dass mit einer neuen Regierung in Deutschland die Pipeline nicht beendet wird. Sind natürlich auch vertragliche Diskussionen. Ne? Das geht ja um Milliardenbeträge, wenn man jetzt dieses Projekt nicht finalisiert, die dann bezahlt werden müssen. Aber die Hoffnung hier in den USA ist, das heißt die Hoffnung, die ganz klare Ansage ist, dass dieses Projekt nicht zustande kommen darf und dass die Sanktionen, die angekündigt sind, die zum Teil in Kraft sind, unverrückbar sind, was Nord Stream 2 anbelangt. Das hat natürlich einerseits durchaus was damit zu tun, dass die Amerikaner selbst einen Absatzmarkt wollen für ihr Fracking-Gas und für ihr Fracking-Öl. Aber es hat auch ganz klar damit was zu tun, dass sie sagen, hier Deutschland, ihr wollt, dass wir euch militärisch gegen Russland schützen, verteidigen. Ihr wollt, dass wir mehr Truppen in Deutschland stationieren, was Biden ja gestern auch angekündigt hat. Und auf der anderen Seite macht ihr aber Geschäfte mit Russland. Wie bitteschön soll das denn zusammenpassen? Also da ist auch diese Regierung, da ist auch die Biden-Regierung unverrückbar. Alors les marchés, les débouchés pour le pétrole américain sont évidemment une question qui a des conséquences absolument partout, des conséquences dans le cœur même de l'Europe, on vient de le dire. L'affaire iranienne, probablement, n'est pas non plus dépourvue de tout lien avec le marché du pétrole américain. Est-ce qu'en limitant justement l'accès du pétrole iranien sur le marché mondial, ça ne permet pas de vendre mieux
le pétrole américain. Nicolas Tenzer, je ne sais pas si cette question vous inspire, mais de manière générale, sur les questions de défense, quel rapport peut-on imaginer et quels sont les lieux dans lesquels les confrontations et l'aide que vous appeliez de vos voeux, cette convergence nécessaire entre l'Europe et la France, entre l'Europe et les États-Unis, trouveront-elles le mieux à s'exprimer? Alors, je voudrais peut-être, si vous me le permettez, juste revenir une seconde sur la question de Nord Stream 2, parce que je crois qu'elle empoisonne finalement l'Europe depuis déjà un bout de temps. Il y a deux remarques à faire là de ce sujet. Premièrement, il y a les sanctions extraterritoriales américaines qui, sur le principe, évidemment, ne sont pas justifiables. Mais s'agissant de Nord Stream 2, je pense que finalement, les États-Unis effectuent, au-delà de certains de leurs intérêts qui sont réels, un travail que l'Union européenne, aurait dû faire elle-même. C'est-à-dire que Nord Stream 2 n'est pas acceptable pour l'Union européenne, non seulement parce que c'est une menace directe sur l'Ukraine, mais aussi parce que ça affaiblit l'efficacité, l'indépendance énergétique, l'autonomie énergétique, j'allais dire presque l'autonomie stratégique d'une certaine manière de l'Europe, et que ça va alimenter de fait les caisses de Gazprom, et on sait évidemment la perméabilité totale entre les caisses de Gazprom et l'État russe, et donc cet argent va pouvoir servir pour renforcer encore les sommes dévolues à la propagande ou à la guerre de la part de l'État russe. Je pense que c'est quand même un vrai sujet, quand on voit aussi qui est le patron, je dirais, de Nord Stream 2, du projet, un ancien agent de la Stasi, on a quand même un certain nombre de doutes. Donc je suis très heureux de voir qu'un certain nombre de mes amis allemands, notamment les Verts, que je connais et qui sont certains vraiment des amis personnels, également des gens comme Norbert Röttgen, candidat malheureux à la présidence de la CDU, ou Manfred Weber, etc., finalement se sont opposés à Nord Stream 2, qui a été rejeté, qui a été critiqué. Enfin, il y a eu une résolution de quasiment la totalité d'ailleurs, sauf l'extrême droite, des parlementaires européens à ce sujet. Donc je pense qu'il serait quand même très sage, ça aurait dû être fait depuis très longtemps, que l'Allemagne abandonne effectivement ce projet qui est profondément diviseur pour l'Europe, à un moment en plus où l'on voit le renforcement de ces menaces russes qui d'ailleurs n'ont jamais cessé d'exister depuis 2008. Donc ça, c'est la première réflexion. Deuxièmement, effectivement, à propos de la question de l'Ukraine et de ce lieu, c'était votre question sur lequel nous pourrions, je dirais, aboutir ensemble, je pense que nous sommes dans une forme de fiction qui est celle du format de Normandie, des accords de Minsk. Une vraie fiction, une fiction peut-être nécessaire d'ailleurs sur le plan juridique, puisqu'on sait que la non-application des accords de Minsk, en particulier par la partie russe, soyons clairs, c'est la partie russe, les séparatistes du Donbass, ça n'existe que sur le papier. Bon, effectivement, c'est la base des sanctions européennes. Enfin, de ce jeu de sanctions. Il y en a un autre spécifique sur la Crimée. Donc, je pense que c'est important de les maintenir, mais c'est une fiction. De même qu'était la fiction, l'idée de dire que, de même qu'à l'instar de l'Allemagne et de la France, la Russie était une garante de ces accords. Cela n'avait vraiment pas de sens. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est bien sûr sur la question ukrainienne. Je dis certains, d'ailleurs, ça se fait par des discussions évidemment directes entre les chancelleries diplomatiques à Paris, Berlin, Washington, Kiev et ailleurs. C'est de parvenir à une position commune, à une résolution commune en ce qui concerne, je dirais, les plans futurs dans l'hypothèse. Ce n'est qu'une hypothèse, ce n'est pas du tout certain. Sylvie Kaufmann l'a rappelé au début, on ne sait pas très bien quelles sont les intentions russes. Mais si dans l'hypothèse où il y aurait une nouvelle attaque massive de la Russie dans le Donbass, je pense qu'il faut agir de manière commune. Et je ne crois pas, je pense que ce serait extrêmement néfaste pour l'Europe. Je ne parle pas uniquement pour la relation transatlantique, ce serait néfaste pour l'Europe, pour la cohésion de l'Europe, pour le lien entre la France, l'Allemagne d'un côté et un certain nombre de pays européens, les pays nordiques et évidemment la plupart des pays de l'Europe centrale et orientale, que de montrer une forme de division sur l'Ukraine. Parce que sinon, cette division, on risque de l'avoir également sur le Bélarus, on risque de l'avoir sur un certain nombre d'autres dossiers, où là aussi, nous avons vraiment besoin de travailler en commun.
Et je pense que c'est vraiment l'inquiétude parfois que l'on a. Et je crois que Emmanuel Macron, je dirais, a compris de ses erreurs. Florence Parly l'avait exprimé d'ailleurs de manière assez forte il y a quelques mois, en disant finalement toutes les tentatives de réengagement, de reset en quelque sorte avec la Russie n'avaient produit aucun résultat. Je pense qu'Emmanuel Macron en a parfaitement conscience que toute cette idée-là, il fallait peut-être la tenter, je ne sais pas, je ne suis pas certain à vrai dire, mais tout ceci n'aboutira à rien. Donc je pense que sur ces questions effectivement de défense et concrètement aujourd'hui de protection potentielle de l'Ukraine contre une attaque, il n'y a pas d'autre choix que de travailler ensemble. Et je pense que sur la résolution du conflit ukrainien, soyons clairs, il va falloir travailler avec les Américains, que le format donc de Normandie, France, Allemagne, Ukraine, Russie, a d'une certaine manière vécu. Il faut rajouter nécessairement les États-Unis, peut-être d'ailleurs un certain nombre d'autres partenaires. D'ailleurs, on voit que l'influence des Américains sur Ankara a conduit quand même la Turquie à quand même à changer un tout petit peu ses positions, y compris d'ailleurs sur l'Ukraine, pour laquelle elle est relativement peu concernée par ailleurs. Donc je pense qu'on a vraiment besoin de travailler de concert, à trouver effectivement des solutions, à défendre l'Ukraine. Vous savez, il y avait une parole que je trouvais très belle, que j'aime à répéter, qui était la parole de l'ancien ministre tchèque des Affaires étrangères, Karel Schwarzenberg, qui disait « Le destin de l'Europe se joue en Ukraine ». Il le disait en 2015. Je me la fais mienne. Je pense que c'est quand même là la frontière finalement de notre liberté, la frontière de l'Europe. Je pourrais dire d'ailleurs d'une certaine manière la même chose du Bélarus. Donc nous avons vraiment besoin de travailler ensemble. Essayons pas de susciter des divisions. Et c'est pour ça que je pense aussi que sur la question des sanctions, on en a un peu parlé, nous devons aller avec les Américains. Alors il y a cette affaire spécifique de sanctions liées aux cyberattaques aux États-Unis, mais je pense qu'il y a d'autres mesures effectivement à prendre. Je pense que les sanctions, aussi bien américaines d'ailleurs qu'européennes, aujourd'hui sont beaucoup trop faibles. Vous avez une liste de 35 oligarques qui a été produite par Vladimir Achourkov, qui est directeur exécutif de la Fondation contre la corruption de Navalny, qui disait qu'il faut cibler directement les oligarques, geler leurs avoirs à l'étranger, leur interdire de venir sur le sol européen, américain, britannique. Britanniques, d'ailleurs, qu'il ne faut jamais oublier dans cette affaire, malgré tout aussi, on n'en a pas encore parlé, mais je pense qu'ils sont quand même partie du jeu. Eh bien, je pense qu'il faut vraiment s'acheminer dans cette direction. Objectif nécessaire, donc seulement les sanctions économiques d'intervention militaire, ça semble tout de même relativement peu probable. On se demande même si ce serait absolument possible. Alors, je veux me tourner aussi vers les auditeurs de notre conférence pour leur indiquer qu'ils ont sur leur écran la possibilité de recourir au Q&A, au Q&R, si on doit dire ça en français. Vous pouvez poser des questions et je me ferai un plaisir, et c'est ma fonction aussi, que de retransmettre les questions qui pourront être posées. Donc, n'hésitez pas à utiliser ces deux petites bulles de bande dessinée qui s'entrecroisent, et à partir de là, ça ouvre un menu. Vous pouvez poser des questions et je saurai les lire, les synthétiser, les réunir et les retransmettre si nécessaire. Donc, pour l'instant, cette fonction n'a pas été beaucoup utilisée par nos auditeurs et je les engage à ne pas négliger ce moyen de faire aller aussi la discussion sur tel ou tel thème qui les intéresserait particulièrement. Nous avons traité les questions de défense. Évidemment, les rivalités au plan mondial sont également des rivalités de nature économique. Il est parfois difficile de savoir si l'économie sert la géostratégie ou si l'utilisation des moyens militaires est parfois un moyen aussi de favoriser sa propre économie. Sur ce sujet, la crise du Covid a évidemment été pour l'ensemble du globe un choc extrêmement important. Il y a eu sur ce sujet finalement tout de même des collaborations, même si ici et là on peut estimer que certains nationalismes a pu se faire jour. Mais là où une concurrence peut apparaître, ce sont dans les moyens de réagir à cette crise du Covid, sur la mise en place de ces plans de relance. Quel regard, Sylvie Kaufmann, jetez-vous sur cette question de l'économie, de la manière dont les Américains et les Européens réagissent face à cette crise? Alors, d'abord, ça a mis en lumière cette crise
deux systèmes différents. L'année dernière, surtout, on a vu au début que les Européens ont un système social et de solidarité sociale différent de celui des États-Unis. Donc, on a ce fameux filet de protection sociale qui a permis d'éviter la catastrophe dans un premier temps, la catastrophe économique, s'entend. Alors, Trump a réagi de manière différente. Et puis maintenant, après, avec Biden, il y a ces plans de relance absolument massifs. Donc, d'abord, le plan de sauvetage, qui est un plan immédiat que nous avons aussi en Europe mis en œuvre. Et puis, ce qui est plus intéressant du côté américain, c'est ce plan de relance, qui est vraiment absolument énorme, qui est donc un peu le plan Biden bis, et qui, là, a une ambition de transformation de l'économie et de la société américaine. Et donc, c'est là que Biden, que toute l'ambition, je dois dire, toute l'ambition de la politique réformatrice, sociale et économique de cette administration nous surprend, parce que nous, on pensait voir arriver un peu une administration Obama 3, enfin, gentiment démocrate, etc. Et on s'aperçoit qu'en fait, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est plus, je ne sais pas si c'est un vrai mot français, transformationnel, transformateur que l'on pensait. Alors du coup, pour nous, les Européens, ça nous pose un défi parce que, d'abord, nous, on n'est pas un pays, on est une organisation un peu particulière, enfin très, très particulière même, l'Union européenne, on n'est pas un État fédéral, donc c'est plus compliqué. On a mis en route un plan de relance aussi l'année dernière qui était spectaculaire parce que c'était pour la première fois, on arrivait à se mettre d'accord sur un plan qui va aboutir qui aboutit déjà d'ailleurs à une émission de dette commune aux 27 États membres, et c'est un grand pas en avant pour l'Union européenne. On s'aperçoit qu'en réalité, c'est en route, mais ça ne va pas très vite, ça se fait à l'européenne, c'est-à-dire qu'il faut que tous les parlements nationaux des 27 États membres l'approuvent. Alors, ça a été adopté en juillet, on est en avril, et il y a encore 11 pays qui n'ont toujours pas encore ratifié. Il y a évidemment la Pologne et la Hongrie qui font leur jeu particulier. Enfin voilà, tout ça, c'est l'Europe, donc ça met du temps. On espère qu'on arrivera quand même à, comme dit Bruno Le Maire, à décaisser tous ces milliards pour que nos économies à nous puissent aussi bénéficier de ces transformations. Parce que c'est là aussi finalement qu'on se rejoint, peut-être pas dans l'ordre de grandeur pour l'instant. Je veux quand même rappeler, je termine ça, on se rejoint aussi sur cette volonté de profiter finalement de cette crise pour mettre des fonds massivement, injecter des fonds publics massivement dans nos économies pour les transformer, pour leur permettre de franchir le cap de la transition écologique et de la transition numérique, pas seulement rafistoler, etc., mais vraiment transformer. Alors, les montants américains sont bien plus importants que les montants européens. Il y a un risque de décrochage, en effet, parce que si tout se passe comme prévu, et il y a beaucoup d'imprévus dans cette crise sanitaire, comme on le sait, et donc il peut encore y en avoir, mais enfin, si tout se passe comme prévu, la croissance américaine va retrouver son niveau plus rapidement, son niveau de pré-crise plus rapidement que la croissance européenne. Et donc, cette différence de taille de plan de relance risque de creuser le fossé économique entre l'Europe et les États-Unis, et ça, c'est très ennuyeux. Mais juste sur les montants, il faut quand même rappeler aussi que une partie des montants qui vont être dépensés par l'administration Biden, c'est aussi une façon de rattraper ce filet de sécurité qui n'existait pas, et que nous avons déjà mis en route en Europe, voilà, grâce à nos régimes de solidarité sociale. Voilà, c'est un petit peu le défi auquel on est confronté actuellement, économiquement.
Grand merci. Mais Inès Paul, Sylvie Kaufmann a dit, comme du côté européen, l'intervention très massive des États-Unis apparaissait comme un élément de comparaison avec ce que nous sommes capables de faire. Alors sans doute est-il facile d'emprunter aux États-Unis avec le dollar qui donne tout de même eh bien, une liberté qu'on n'a pas peut-être quand on utilise une autre monnaie, puisque c'est la grande monnaie d'échange encore aujourd'hui du monde. Comment ces plans de relance qui distinguent tout de même l'administration de Biden de celle de Trump est-elle perçue aux États-Unis? Also zunächst, Silvi hat es sehr richtig beschrieben, der Impfnationalismus, sage ich mal, den Donald Trump hier an den Tag gelegt hat, hat natürlich dazu geführt, dass hier schon unglaublich viele Menschen geimpft sind. Jetzt haben ab morgen alle 16-Jährigen und Älteren das Recht, geimpft zu werden. Es ist natürlich, was die Stimmung anbelangt, ein riesiger Unterschied zu unseren Ländern, zu Deutschland und Frankreich. Hier ist eine gewisse Aufbruchsstimmung da. Die Restaurants machen wieder auf, die Wirtschaft springt an, die Leute gehen wieder einkaufen. Aber es ist natürlich alles damit gekauft, dass die USA keinen einzigen Tropfen Impfstoff exportiert haben. Die haben alles bisher nur für sich selber behalten. Jetzt wird zwar in Aussicht gestellt, dass Mexiko AstraZeneca bekommt, aber natürlich auch wieder politisch oder Impfstoff bekommt. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es Pfizer ist. Ich will mich jetzt gar nicht festlegen auf den Impfstoff, aber dass Impfstoff nach Mexiko exportiert wird, aber natürlich an die politische Bedingung geknüpft, dass Mexiko sich um die Flüchtlinge kümmert und verhindert, dass sie in die USA rüberkommen. Also das ist ein sehr, sehr nationalistischer Zugang, den Biden genauso fortgeschrieben hat wie Donald Trump. So viel auch nochmal zu den Erwartungen an den lieben Onkel Joe Biden. Der macht eine knallharte America First Politik, was die Impfpolitik anbelangt. Der zweite Punkt, das Wirtschaftsprogramm, fast 2 Trillionen Dollars. Sind Summen, ich weiß gar nicht, wie viele Nullen das eigentlich sind. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Er hat das hatte ich vorhin schon versucht zu erklären, ja noch nicht durchbekommen. Ne? Also er braucht da erstmal seine eigene Partei, die das durchwinkt, und braucht auch Unterstützung der Republikaner, was die Finanzierung dieses Programmes anbelangt, weil natürlich braucht er auch eine gewisse Gegenfinanzierung, will das über eine Höherbesteuerung von Firmen machen, dass sie nicht mehr sozusagen gar keine Steuern im eigenen Land bezahlen, sondern nur in anderen Ländern Steuern zahlen. Das ist die eine Finanzierungsidee, und die andere ist, die Top-Superreichen hier in den Vereinigten Staaten höher zu besteuern. Es hat er alles noch nicht durchgebracht. Aber was es natürlich zeigt, ist, dass er und seine Administration auch hier wirklich bereit sind, massive Schulden zu machen, um das Land auf Vordermann zu bringen. Wenn er diesen Plan umsetzt, lässt er Europa im Staub liegen. Dann hat Europa ein wirkliches Problem, weil dann wird in Amerika ganz viel anspringen, da wird eine ganz schnelle wirtschaftliche Entwicklung sein, während Europa und das Europäische Parlament sich immer noch über Vergaberegelungen unterhält. Also ich glaube, was sich jetzt in so einer Krise zeigt, ist natürlich, dass ein Land mit einer zentralen Regierung natürlich schneller reagieren kann als Europa. Und es ist sicher was, worauf Europa mittelfristig eine Antwort finden muss, damit einfach auch die Mitgliedstaaten, ich weiß nicht, Silvi, wie du das beschreibst, aber was ich mitkriege, was die deutsche Bevölkerung anbelangt, die sind so frustriert, was die ganze Impfpolitik anbelangt, die Unfähigkeit anbelangt, mit dieser Krise umzugehen. Das wird natürlich am Ende auch den Populisten wieder Stimmen zuspülen, die ja im Kern antieuropäisch sind, weil sie natürlich auch nationalistisch sind. Also diese komplexe, zähe, langatmige Entscheidungskultur in Europa ist ein zunehmendes Problem. Allemal, wenn es um Pandemien geht, wir werden weitere erleben, die eine schnelle Antwort brauchen. Question de l'Europe, mais si l'on revient alors, Nicolas Tenzer, sur cette convergence nécessaire entre les États-Unis et l'Europe, est-ce que
du point de vue économique, avec cet éventuel décrochage d'un côté, ce rebond extraordinairement rapide de l'autre, on ne risque pas de voir plutôt des tensions et des oppositions se développer? Comment faut-il les dépasser pour justement garder au cœur de l'Occident, face à la Russie, face à la Chine, face à d'autres, eh bien, au-delà des intérêts stratégiques, également une convergence économique qui nous permette de travailler ensemble? Alors, je pense qu'on peut trouver les moyens d'une convergence sur les questions fiscales. Je trouve que ce que Joe Biden a annoncé hein, en matière de taxation des grandes sociétés multinationales est quelque chose qui devrait, et d'ailleurs qui convient, je dirais, parfaitement à la plupart des pays européens. Je dis bien la plupart, parce que vous avez un certain nombre, par exemple, d'ailleurs l'Irlande ou le Luxembourg, qui ne sont pas nécessairement totalement enthousiastes avec cette idée. Mais en tout cas, en ce qui concerne l'Allemagne et la France, je pense que c'est quelque chose qui peut parfaitement convenir. Je pense que nous pouvons aussi trouver des arrangements sur justement ce qui concerne les GAFA ou les sociétés de ce type. Sur la convergence économique, j'allais dire, ça ne se décrète pas, malheureusement. Et vous avez raison de dire qu'il peut y avoir un fossé qui alimente les tensions ou, d'une certaine manière, les jalousies. Ça permet quand même aussi de voir que tous ceux qui disaient ou qui pronostiquaient le déclin de ce qu'ils appelaient l'empire américain, ce n'est pas véritablement un empire d'ailleurs, mais enfin le déclin de l'Amérique, je dirais, se sont complètement trompés. Moi, personnellement, je n'ai jamais cru à cette idée. D'ailleurs, quand on voit la capacité de rebond de l'économie américaine, son potentiel de recherche, sa rapidité de retourner en quelque sorte les choses comme on le voit ces jours-ci et comme cela devrait se confirmer, montre qu'on a un dynamisme qu'effectivement, nous, du côté européen, nous n'avons pas. Nous n'avons pas la capacité, et ça c'est un vrai problème de l'Europe, que je ne sais pas, à vrai dire, comment résoudre, comment avancer plus vite ensemble. Je pense que l'initiative d'Emmanuel Macron et d'Angela Merkel, quand ils se sont mis ensemble avec une forte convergence pour décider du plan de relance européen, c'était une excellente chose. Je pense que c'était quelque chose de très positif, évidemment, mais on s'aperçoit que déjà, ce plan, d'une certaine manière, il est dépassé, qu'il est englué dans les procédures bureaucratiques qui ont été rappelées par Sylvie tout à l'heure. Je crois que ça pose un vrai défi de transformation de l'Europe. Je ne sais pas comment nous pouvons y arriver. Nous avons tellement de divergences. Je crois qu'effectivement, nous serons et nous sommes, je crois, pour longtemps condamnés, malheureusement, d'être d'une certaine manière à la remorque des États-Unis. Je ne m'en réjouis absolument pas. Mais je ne vois pas encore une fois comment nous pouvons faire, comment nous pourrons avoir du côté européen, en tout cas dans la plupart des pays européens, dont d'ailleurs l'Allemagne et la France, avoir, je dirais, une capacité de ce type. Une vraie réflexion d'ailleurs qu'on peut avoir, c'est pourquoi est-ce qu'en Europe, nous n'avons pas les équivalents des, enfin je parle de leur succès, de Bill Gates, de Steve Jobs, ou de ceux qui ont réussi à créer ces géants mondiaux. On a des géants mondiaux aux États-Unis, on en a quelques-uns qui d'ailleurs sont assez menaçants et inquiétants du côté chinois, mais nous n'en avons pas, nous. Je pense que c'est vraiment une vraie réflexion à avoir et je pense que même les concepts qu'on a essayé de déployer à propos de l'Europe et même en matière industrielle sur l'autonomie stratégique européenne, auquel tient, à mon avis, sur ce domaine-là, je suis beaucoup plus sceptique sur les questions de sécurité, mais sur le domaine en tout cas économique, industriel et de la recherche, le président Macron, voilà, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes en quelque sorte en face du mur. Là aussi, je n'ai pas de remède, mais je pense que ça nous interroge sur la conception, sur le destin même que nous souhaitons donner à l'Union européenne. Parce qu'effectivement, le risque, ça a été rappelé par Inès Paul tout à l'heure très justement, c'est que si nous ne réussissons pas, nous allons avoir tous les populismes européens qui vont dire, mais vous voyez, l'Europe n'est pas une solution, l'Europe nous entrave, l'Europe nous empêche, ce qui est évidemment totalement faux, parce qu'il faut toujours imaginer ce qu'aurait été le coût d'une non-Europe si elle n'existait pas. Il faut toujours le rappeler, hein. Heureusement que nous avons l'Europe. La situation serait évidemment bien pire si nous ne l'avions pas. Mais vous voyez bien tout le discours qui alimente ces populismes, ces nationalismes d'extrême droite et aussi d'ailleurs parfois d'extrême gauche, qui sont extrêmement dangereux. Donc je pense que ça, c'est vraiment le défi des gouvernements européens aujourd'hui. Les États-Unis toujours comme modèle et de fait plutôt converger si nous devons être, comme vous le disiez, à la remorque pendant encore de nombreuses années, mais de fait
l'Europe est peut-être pas très rapide quand on la compare aux États-Unis, mais en ordre dispersé, elle aurait été probablement encore plus lente. Alors, ce sont plusieurs questions qui sont posées. Je vois que le temps passe et il est peut-être temps de se tourner vers ces questions qui sont soulevées par les auditeurs. Alors, certaines, nous y avons un petit peu répondu. On pensait notamment à la fiscalisation des multinationales comme une piste sérieuse de coopération, mais quelques autres questions. Alors, nous demande de préciser un peu le propos sur notamment la question de Nord Stream 2, en disant, mais finalement, les Allemands se sont déjà tellement avancés dans cette affaire, ont déjà dépensé tellement d'argent, 20 milliards, nous dit-on, qu'à quel prix et pour quelles raisons l'abandonnerait-il? Alors, voilà une belle question de cohésion intra-européenne. Dans le même ordre d'idées, je pose les questions et puis prendra la parole qui souhaitera la prendre. Seconde question, dans quelle mesure est-ce qu'une relation améliorée entre l'Allemagne et les USA peut avoir une influence sur la relation franco-allemande? Vous voyez que dans ces questions, l'Europe est bien lointaine, hein, c'est toujours la France et l'Allemagne face aux États-Unis. Qui, sur ces questions, voudrait apporter un début de réponse, ce qui n'empêchera pas ensuite de redonner la… Madame Paul. Ich kann gerne mal anfangen. Es sind in der Tat schon Milliardensummen geflossen, natürlich in die Entwicklung und den Bau von Nord Stream 2 und es stehen natürlich auch große Strafen ins Haus, sollte jetzt dieses Projekt nicht beendet werden. Aber es ist in der Tat eine politische Entscheidung. Viele wissen sicher, unsere Zuhörerinnen und Zuschauer, dass der ehemalige Bundeskanzler der SPD, Gerhard Schröder, sehr involviert ist. Die SPD ist in der aktuellen Bundesregierung vertreten. Die Bundeskanzlerin hat auch so ein bisschen labiert, muss man, glaube ich, ganz ehrlich sagen, in dieser Frage. Also das wird am Ende des Tages natürlich eine politische Entscheidung sein. Die Grünen sind aus Umweltfragen jetzt auf jeden Fall gegen Nord Stream 2 schon immer gewesen und natürlich mittlerweile auch aus politischen Gründen oder politischer Motivation. Man wird es sehen, wenn es eine größere Beteiligung der Grünen an der nächsten Bundesregierung gibt, ob sich da was tut. Das ist auf jeden Fall die Perspektive hier in den USA, dass darauf gebaut wird. In der Tat gibt es ja schon seit langem massive Kritik aus der EU, aber natürlich auch aus einzelnen europäischen Ländern, die ganz gezielt davon betroffen sind, weil sie die Durchleitergebühren nicht mehr bekommen, wenn die Pipeline nicht mehr über Land genutzt wird, sondern eben direkt das Gas transportiert wird von Russland. Und da hat sich Deutschland bisher so versucht rauszuretten, dass es sozusagen Ersatzzahlungen bereit ist zu liefern. Aber angesichts der politischen Zuspitzung, angesichts des anhaltenden Drucks aus Amerika, auch eben mit einem Präsident Joe Biden, den man ja ernst nehmen will und das haben wir mehrfach jetzt schon diskutiert, wo es natürlich eine große Erleichterung vor allen Dingen auch in Deutschland gab, dass er gewählt wurde und nicht Donald Trump wiedergewählt wurde, muss sich Deutschland was einfallen. Weil darauf zu hoffen, dass unter Joe Biden Nord Stream 2 irgendwie durchgewunken wird, diese Hoffnungen sind endgültig vom Tisch. Das wird auch diese Regierung nicht tun. Und da muss sich die künftige deutsche Bundesregierung den USA gegenüber verhalten, aber natürlich auch den europäischen Nachbarländern. Moi, je peux dire un mot, si vous voulez, sur le franco-allemand rapidement, et puis Nicolas aura sûrement des choses intéressantes à ajouter. Moi, je renverserai la question, parce que si j'ai bien compris, la question, c'est est-ce que l'amélioration des relations entre l'Allemagne et les États-Unis peut aider la relation franco-allemande? Moi, je pense que c'est plutôt la relation franco-allemande qui peut avoir un effet général positif sur la relation transatlantique. Et je crois que pour l'instant, ça tient, même sur cette affaire de Nord Stream qui est quand même extrêmement compliquée. Il y a la preuve, le temps qu'on y a passé déjà dans cette conférence. La France
reste quand même assez, je trouve, il me semble, assez solidaire de l'Allemagne, bien que ce soit un problème pour tout le monde. Voilà, cet axe franco-allemand, finalement, on retrouve, qui est toujours compliqué. Enfin bon, la Maison de l'Allemagne connaît bien la question et on peut passer des heures toujours à en parler parce que c'est très intéressant d'ailleurs. Mais cet axe franco-allemand retrouve beaucoup de son importance aussi dans ce renouvellement de la relation transatlantique. Je pense que c'est très important qu'il continue à tenir. Peut-être du coup, effectivement, quelques notes supplémentaires. Je pense qu'effectivement, sur Nord Stream 2, ce sera une décision politique. Mais je veux dire, si le prix est quand même le sauvetage de la cohésion de l'Union européenne, malgré tout, je pense qu'il faudra payer ce prix. Parce que je pense que sinon, ça va être une sorte d'épine vraiment très durable, sans parler des risques propres, encore une fois, de Nord Stream 2, dans la relation entre notamment l'Allemagne, les pays d'Europe nordique, évidemment d'Europe centrale et orientale. Et puis encore une fois, c'est un vrai danger, c'est un foyer évidemment de corruption, c'est venu d'ailleurs quand même ce que j'appellerais la corruption, même si elle n'est pas toujours légalement qualifiée. Je pense que ça pose un vrai problème. De même, on sait que c'était sous le mandat également de Gerhard Schröder qu'un certain nombre de sous-marins ont été équipés avec du matériel russe. Enfin, on a quand même quelques petits problèmes, si vous voulez, de ce côté-là. Et je pense qu'il faudra, je crois que c'est vraiment un des enjeux majeurs, effectivement, pour le prochain gouvernement allemand, et je suis assez confiant si les Verts font partie de la coalition, peut-être de se désintoxiquer, si j'ose dire. Je le dirais d'ailleurs d'une certaine manière pour la France aussi, hein, ce n'est pas vis-à-vis de l'Allemagne uniquement, de cette relation, je dirais, avec la Russie, enfin en tout cas avec le régime russe, je dirais plus exactement, qui est quand même extraordinairement toxique. Alors ça m'amène effectivement à une réflexion sur la question de la relation transatlantique et de la question du couple franco-allemand. Moi, je ne sais pas du tout ce que va devenir ce couple franco-allemand après les élections de septembre en Allemagne. Je suis relativement, je dirais, optimiste si nous avons une coalition dans laquelle les Verts sont inclus, qui ont montré quand même, je dirais, au-delà de leur position sur l'environnement, qu'on approuve ou pas, ou sur un certain nombre d'autres sujets, qui se sont montrés quand même parmi les partis allemands les plus fervents défenseurs des droits des êtres humains, qui ont un agenda aussi atlantique, qui a un agenda extrêmement fort, certainement beaucoup plus fort que celui du SPD. Je ne parle même pas évidemment de l'AfD ou de Die Linke. Je crois que c'est quand même quelque chose d'assez important qu'il faut noter. Si on a un chancelier qui s'appelle Armin Laschet, vu ses positions, si elles sont confirmées s'il devient chancelier, ou si on a quelqu'un comme Söder, je suis probablement un tout petit peu plus inquiet sur la possibilité d'avoir un couple franco-allemand. Je crains qu'on reprenne avec, même si c'est du côté de la CDU, avec un certain nombre de vieux démons, et qu'en particulier, en ce qui concerne ce lien particulier que certains ont entretenu avec la Russie, qui ne se soit pas clairement coupé. C'est une des inquiétudes, en tout cas, que j'ai quand j'ai entendu certaines des positions d'Armin Laschet, aussi bien sur Nord Stream 2 que des positions préalables, notamment sur la Syrie, où il reprenait certains discours assez complotistes, je dois dire. Il y a eu des tweets assez étonnants sur la question syrienne. Voilà, je dis les choses peut-être de manière un tout petit peu brutale, mais je pense que c'est aussi quelque chose qui va véritablement compter. Mais je ne pense pas qu'on doive aussi, je rejoins un peu les propos de tout à l'heure, qu'on doive compter sur une affirmation du couple franco-allemand, comme l'a dit Sylvie, contre justement la relation transatlantique. Je pense qu'on doit avoir effectivement une forme de coordination franco-allemande qui est plutôt proactive, qui va dans le sens, qui montre une différence. Et c'est pour ça aussi que je pense qu'il est très essentiel d'en terminer avec cette histoire Nord Stream 2, parce que je pense que c'est vraiment un vrai sujet de contentieux durable. Ce sera un signe qui sera un très très mauvais signe aussi sur le futur de l'Europe et de la relation transatlantique. Il faut que du côté français aussi, nous apprenions à faire des coalitions et à partager les points de vue des autres membres de l'Union européenne pour arriver à trouver
position commune. C'est tout un programme. Alors, une question précise qui nous sort un peu du cadre strictement européen est la suivante. Peut-on s'attendre à une position convergente américano-européenne face aux défis chinois? Et on a parlé un peu de la Chine, on a parlé un peu de Taïwan, mais finalement, pas beaucoup plus que cela. Voilà un thème, je crois, sur lequel, Nicolas Tenzer, est-ce que c'est un sujet sur lequel vous voudriez nous dire un mot? Je peux en parler très rapidement, mais bien sûr, je vais être largement complété. Je pense que là aussi, nous avons, aussi bien d'ailleurs en France qu'en Allemagne, je parlais d'intoxication avec la Russie, mais nous avons aussi, dans une partie de la classe politique et aussi du côté de nos investisseurs, une forme d'intoxication dans la relation avec la Chine. Je pense que quelqu'un comme Emmanuel Macron a parfaitement compris, un certain nombre d'autres dirigeants d'ailleurs aussi, que nous étions aujourd'hui beaucoup trop dépendants, je dirais, de la Chine, que nous lui avons accordé beaucoup trop de place, que nous avons en quelque sorte un peu sacrifié une grande partie de notre autonomie stratégique, précisément en raison de la mainmise, en quelque sorte, de la Chine sur une partie de nos entreprises, aussi bien en France qu'en Allemagne, de nos investissements, la dépendance commerciale. Il me semble que là aussi, nous avons vraiment besoin, côté allemand et côté français, de revoir en quelque sorte nos positions. Il y a eu cette espèce de projet d'accord, hein, vous savez, ce qu'on appelle le CAI, en abrégé, Comprehensive Agreement on Investment Trade, qui a été un peu signé, mais encore une fois, c'est un projet, hein, ce n'est pas encore un accord conclu, je dirais, par l'Allemagne sous la présidence allemande de l'Union européenne, avec la France curieusement présente et la Chine. Il a fait l'objet vraiment d'un rejet très clair et je pense que ce sera concrétisé à un certain moment par un vote du Parlement européen. Je pense que c'est une très bonne chose. Je pense que ça doit aussi nous interroger, alors nous interroger sur notre relation avec la Chine, notre complicité d'une certaine manière, ou en tout cas notre dépendance vis-à-vis de ce pays. Ça doit aussi nous interroger, d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, sur le rôle du Parlement européen. Moi, je trouve que le Parlement européen a pris un certain nombre de positions, que ce soit sur la Chine, sur la question de Navalny, sur Nord Stream 2, qui sont des positions remarquables. Qu'est-ce que c'est, puisqu'on parlait de l'avenir de l'Europe, qu'est-ce que c'est qu'une démocratie européenne où le Parlement européen est conduit à voter des résolutions qui ne sont pas contraignantes? Je pense qu'à un certain moment, ça pose un petit problème de démocratie, malgré tout. Et je pense qu'il faut quand même réfléchir là-dessus. Sur la question de Taïwan, qui est parfaitement liée, je pense qu'on a eu une attitude, précisément à cause de cette espèce d'attirance pour la Chine, vantée d'ailleurs par un certain nombre de relais, je dirais, de la Chine en France ou en Allemagne ou ailleurs. Hein. On en a évidemment beaucoup dans d'autres pays européens ou dans les pays du Balkan, etc. Je pense que nous avons un peu trop mal considéré Taïwan. Aujourd'hui, Taïwan est quand même la seule démocratie chinoise existante. C'est le seul pays, je tiens au terme pays, même si évidemment je me ferais assassiner par un certain nombre de personnes du côté de Pékin, qui a montré quand même une capacité, ce qui n'était pas le cas à un certain moment où on a changé de siège permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies, mais c'est un pays libre et démocratique, qui d'ailleurs, par exemple, fait un travail d'analyse et de critique sur sa propre histoire, qui est assez remarquable, je trouve. Bon, je crois que nous devons nous dire aujourd'hui, nous n'avons pas besoin d'autorisation, comme les Chinois nous font savoir de manière extrêmement violente, pour aller établir des relations avec Taïwan. Alors, il y en a déjà eu côté français. Hein. On a eu quand même des ventes d'armes en Taïwan qui a suscité chaque fois l'ire de Pékin. Non, je pense qu'il faut continuer, il faut être tout à fait clair vis-à-vis de Taïwan. Et il faut aussi, alors là, on a besoin vraiment des Américains, de dire que la menace sur Taïwan, effectivement, ça ne peut pas passer. Et je pense que là-dessus, il faut qu'on ait une attitude conjointe extrêmement forte de défense de Taïwan. Je pense que nous devons même aller plus loin et progressivement réintégrer Taïwan dans un certain nombre d'organisations internationales. Alors, une autre question, sauf si encore une fois, Madame Paul, Madame Kaufmann va continuer sur ce sujet, une autre question concerne le rôle du Royaume-Uni dans cette relation transatlantique, car l'Europe est orpheline du Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, évidemment, a beaucoup fait valoir son rapprochement potentiel avec les États-Unis pour se tisser un destin auprès d'un autre continent que le continent européen.
Que peut-on supposer tout le monde a bien vu que le président Trump, dont on a dit qu'il avait finalement très peu d'attaches avec le Royaume-Uni, l'avait assez négligé. Est-ce que l'élection du président Biden peut un peu changer les choses sur ce sujet? Moi, je veux bien dire un mot là-dessus. C'est une question très intéressante. Mais là aussi, on est un peu dans un moment, c'est une question en devenir, hein, parce que ça dépend beaucoup aussi de l'attitude de la Grande-Bretagne. Mais bon, on sait que l'Allemagne est probablement plus orpheline de la Grande-Bretagne que ne l'est la France. Et la France continuera à avoir une relation bilatérale très forte avec la Grande-Bretagne, et même d'ailleurs a déjà aménagé avant le Brexit. Par exemple, il y a cette initiative qui s'appelle Initiative d'intervention II2, enfin bon, qui est un format de défense européen qui inclut la Grande-Bretagne. Je ne sais pas si ça donnera quelque chose un jour, mais on voit dans cette initiative que la France voulait continuer à pouvoir inclure la Grande-Bretagne dans tout ce qui est politique de sécurité européenne, parce que c'est un partenaire de défense et de sécurité très important pour la France et pour l'Europe. Après, il y a toutes les blessures du Brexit qu'il va falloir penser des deux côtés. Et ça, on voit bien avec l'histoire des vaccins en ce moment à quel point ces blessures sont encore à vif, hein. Il suffit de pas grand-chose pour que tout de suite, ça prenne des proportions très compliquées. Donc, il va falloir que tout ça s'apaise. Ça va prendre un peu de temps, mais je crois que bon, les Britanniques, enfin, les Européens savent que c'est dans notre intérêt, et en particulier la France, puisqu'on est pratiquement voisins, c'est dans notre intérêt d'avoir de bonnes relations avec la Grande-Bretagne. Et puis, les Britanniques vont, voilà, dans leur grand écart entre le grand voisin américain et le continent européen, je pense qu'ils finiront par trouver que leur point d'équilibre, il est quand même plus proche du continent européen. Et je crois que l'administration Biden le comprendra aussi. Merci beaucoup. Je voudrais poser une dernière question à laquelle peut-être Inès Paul voudra répondre, qui concerne la question du climat. Voilà une question qui, pour le coup, est une question mondiale, qui est une question de convergence, a priori, pour trouver une solution, plus qu'une question qui pourrait reposer sur la confrontation et la victoire de l'un contre l'autre. Comment cette question du climat est-elle envisagée sous la présidence Biden? On sait que le président Trump était sorti de l'accord de Paris et ça avait été un marqueur important de sa politique. D'autre part, le plan de relance dont on a parlé, Sylvie Kaufmann le rappelait, il a été très marqué par le Green Deal du côté européen et on a lié ce plan de relance avec un verdissement de l'économie. Est-ce que ces thématiques du climat ont également une résonance de ce type, non pas simplement du président Biden, mais auprès de la population américaine? Et est-ce qu'il y a là un lien qu'on peut établir? Comment peut-on voir cette question générale du climat, qui est vraiment une question de l'époque et du futur? Es war ja Joe Bidens erste Amtshandlung, wieder dem Pariser Klimaabkommen beizutreten. Es ist eines seiner Top-Themen, jetzt natürlich im Moment aktuell überschattet durch die Bekämpfung der Pandemie. Das ist auch richtig so, aber er hat zum ersten Mal in der Geschichte der USA ein wirkliches Thema Klima in sein Kabinett geholt. Wir wissen alle, John Kerry ist sein Klimasar. Und wenn wir jetzt über die Konflikte mit China reden, ist es doch ein tolles Zeichen, dass Kerry gerade in Shanghai ist, um zu versuchen, wenigstens eine Annäherung in diesem inhaltlichen Bereich mit China zu finden. Also dass man sagt, das Thema ist so wichtig, die Klimakatastrophe kann wirklich nur global bekämpft werden. Deswegen versuchen wir auch China, so sehr wir das mit Sanktionen belegen und bekämpfen und seine Expansionsgelüste versuchen zu unterbinden, die tödliche Bedrohung von Taiwan ernst zu nehmen. Aber trotzdem versuchen wir, die Klimakatastrophe gemeinsam zu bekämpfen. Also es ist für die Biden-Administration das Top-Thema. Es gibt eigentlich keinen Bereich, in dem Klima nicht irgendwo eine Rolle spielt. Auch was die ganzen Investitionsprogramme anbelangt, da sind Klimafragen überall
dabei. Also das ist, finde ich, herausragend. Das kriegt kein anderes Land, zumindest keins, welches ich kenne, so gut hin im Moment. Was die Bevölkerung anbelangt, es ist interessant zu sehen. Ich habe jetzt gerade selber eine Geschichte, bin ich am Recherchieren im Vorfeld zu dem Klimagipfel, der ja nächste Woche hier stattfindet, einer der Klimagipfel, mit einem Bauern in einer Region, die am Meer liegt. Bauern sind hier, Farmer sind hier traditionell sehr konservativ, große Trump-Unterstützer, aber das Land wird zunehmend überschwemmt durch den Klimawandel. Also da sieht man, warum ich die Geschichte erzähle, man sieht langsam so ein Shift, dass also auch eher konservative, traditionelle US-amerikanische Farmer wirklich sehen, dass der Klimawandel hier stattfindet. Natürlich gab es schon immer Hurricanes, aber die Dichte an Hurricanes und die Zerstörungswut nimmt zu. Ganze Landstriche trocknen auch hier in diesem großen Land USA aus. Also es ist ein Wandel und auch in den USA wie auch in Deutschland und Frankreich und anderen europäischen Ländern ist es natürlich zunehmend die jüngere Generation, die sagt, hier, unsere Zukunft steht auf dem Spiel. Euch, die ihr da jetzt auf den Regierungsbänken sitzt, ihr kommt vielleicht noch mal durch. Ihr seid jetzt 60, 70, die nächsten 20 Jahre kriegen wir das vielleicht noch hin, aber dann. Also ich sehe hier wirklich ein Umdenken in den Vereinigten Staaten und die treibende Kraft sind wirklich die Millennials und alle, die danach kommen. Écoutez, merci. Je crois qu'avec ce programme futur, nous pouvons mettre le mot de la fin. Tout ça nous montre qu'après 3 mois, on peut tout de même dire, et ça n'est pas très original, que l'élection de Joe Biden a marqué un changement majeur, que ce soit dans le domaine du climat, comme vous venez, Madame, de le rappeler, dans le domaine des rapports politiques avec l'Union européenne et puis plus généralement dans les relations multilatérales. Et nous avons, pour ce qui concerne l'Europe, évidemment des objectifs communs, qu'il s'agisse de nous défendre et d'assurer notre défense contre la Russie ou contre la Chine. Nous avons là des intérêts convergents, mais en même temps, je crois qu'il apparaît qu'il y a aussi des intérêts qui peuvent être divergents, et cela est tout à fait naturel entre des continents qui sont indépendants l'un de l'autre. Ces oppositions peuvent être conjoncturelles, et nous avons beaucoup parlé de Nord Stream 2, ce qui est peut-être un point de détail, mais parfois le petit poids dans le matelas de la princesse laisse quelques marques. Et puis, nous avons évidemment une concurrence économique importante, et le plan de relance, peut-être avec la crise, comme toujours, les crises exacerbent les oppositions. Nous en donnera un exemple. Cela nous montre que le sujet n'est absolument pas épuisé et qu'après la rencontre des 100 jours, il nous faudra peut-être nous retrouver, non pas au bout de 3 mois, mais au bout de 9 mois. Voilà encore un délai qui est fort de symboles. Il nous faudra voir de quoi aura accouché la présidence Biden, peut-être encore dans 6 mois, et peut-être pourrions-nous nous retrouver à ce moment-là. En tout cas, c'est une proposition envers Madame Deussen qui nous réunira si elle le souhaite. Merci à tous de ces éclairages et de ces éclaircissements, et très bonne soirée. Et je rends la parole immédiatement à notre hôtesse. Ah. Non, c'est juste pour vous remercier tous d'avoir libéré vos agendas pour participer à cet échange. Et un grand merci aussi à Inespo qui se trouve à Washington. Ce sont des possibilités qui sont maintenant vraiment un fruit de cette digitalisation aussi des débats, qui a ses inconvénients, mais aussi ses avantages. Et ça, c'est un net avantage de vous avoir ce soir avec nous et d'avoir aussi eu comme ça le regard direct aussi de quelqu'un qui vit ça de tous les jours aux États-Unis. En tout cas, un grand merci aussi à Sylvie Kaufmann qui a libéré cette heure, c'est très précieux, je sais, et à Nicolas Tenzer aussi avec ses remarques qui étaient fortes. Et je pense que c'était un débat absolument vivant et passionnant. Et un grand merci à David Capitan aussi d'avoir animé avec grande élégance, comme d'habitude, ces débats. Merci beaucoup.